Donc, il est l'auteur de plusieurs articles, j'en ai téléchargé plusieurs moi-même pour les lire, ils sont très intéressants. Et il est consultant en développement, il est traducteur, il est interprète en arabe, il parle en arabe mieux que moi, je vous le dis. Parce que et au-delà, il a produit, coproduit ou participé à la production de 14 albums, tenez-vous bien, de musique nord-africaine, qui ont été distribués partout en Amérique du Nord. Et il a eu pour un film qu'il a... Vous étiez, je crois, le directeur exécutif, le producteur exécutif. Vous étiez le producteur exécutif. Et un certain album a eu même le Grammy du meilleur morceau de danse en 2006. Alors, vous voyez que le champ d'activité du professeur est très large. Mais revenons à ces activités actuelles qui sont dans le cadre du Crisis Group. Vous vous rappelez tous, je crois, dans la première séance, quand je vous distribuais les biographies à consulter et les sites à consulter, l'International Crisis Group se trouvait en premier dans les sites. Je vous recommandais à l'époque, si vous ne l'avez pas oublié, de consulter régulièrement le site de cette institution prestigieuse qui travaille pour le maintien de la paix, qui travaille pour même, c'est ça qui est intéressant, prévenir les crises dans les pays, et par le Conseil, par un certain nombre. Et le site est très riche, bien évidemment, il y a des rapports annuels, le dernier vient de sortir, celui de 2013, vient de sortir tout récemment. Ils ont un Crisis Watch, des bulletins, des commentaires à chaque mois, et c'est très riche en informations. Quoi qu'il en soit, je rappellerai tout simplement que le Crisis Group a en fait 5 matières. Depuis 18 ans qu'il travaille, il travaille dans 5 champs particuliers. À savoir, rapidement, c'est de mettre en garde contre les risques imminents des conflits grâce à sa présence et à sa couverture du terrain, parce que c'est ça qui est important dans les conflits, c'est que c'est la couverture du terrain qui nous informe sur la réalité et sur la nature même du conflit lui-même. En deuxième lieu, le groupe produit une analyse et fournit des conseils grâce à ses experts qui sont partout dans le monde, qui couvrent donc l'Amérique latine, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l'Asie. Enfin, ils sont présents dans les 5 continents. Le troisième champ, c'est de livrer une étude objective et de dresser un tableau complet des acteurs en présence qui ne sont pas accessibles nulle part ailleurs, et ça c'est très intéressant. Il propose une nouvelle réflexion stratégique sur les conflits ou les crises les plus insolvables, par exemple ce qui se passe au Kosovo, même si la question du Kosovo continue à poser des problèmes aujourd'hui, même si, même avec l'intervention en 98-99, le Kosovo pose toujours des problèmes, Sud-Soudan, la Somalie, le conflit israélo-palestinien, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Et en dernier lieu, il attire l'attention internationale, donc il est en contact avec les organisations internationales, il y a même un statut, je crois, dans le cadre de l'OCDE. Dans le cadre de l'OCDE, le Crisis Group est là. Et donc, il attire l'attention sur les conflits et les processus de paix qui sont sous-médiatisés, qui ne sont pas encore. Je crois que je vous ai posé un tableau succinct. Je vais maintenant remercier le professeur pour avoir fait tout un chemin de là-bas jusqu'en voiture, immatriculé aux États-Unis. Donc, il s'est donné la peine de venir nous faire part de ses réflexions par rapport à un certain nombre de problématiques qu'il va vous exposer. Je le remercie d'autant plus que nous n'avons pas l'habitude, professeur Laurence, quand nous invitons quelqu'un ici, il nous dit que Oujda se trouve dans le fin fond du monde. D'une part. D'autre part, il
ils exigent des sommes d'argent faramineuses, entre 3 000 et 5 000 dollars. Et ça ne s'arrête pas là, il faut le billet aller-retour en première classe, et bien évidemment, de passer 3 ou 4 nuits dans un hôtel 5 étoiles. Donc vous voyez, il l'a fait, et nous en sommes très honorés, il l'a fait gratuitement. Il n'a absolument rien demandé, et c'est là un fait que nous saluons chaleureusement. Et bien évidemment, je remercie aussi l'unité de recherche des études géopolitiques qui relève de ce centre des études, le CERSO que vous connaissez, pour nous avoir bien évidemment permis d'être là, ensemble. Et je passe la parole tout de suite au professeur William Lawrence, en le remerciant encore une fois. Alors bonjour, je n'ai pas l'habitude de parler de ces sujets en français, même à Rabat, la conférence que j'ai vue, le professeur, j'avais parlé en anglais, et c'est surtout en tant qu'ancien professeur d'anglais au Maroc, j'ai commencé ma carrière dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, au Maroc en 85, j'étais prof d'anglais à Sibon Hussein, à côté de Qasbadadla, avec le Corps de la paix. Et j'avais toujours l'habitude à forcer les Marocains d'écouter l'anglais et de parler en anglais. Donc, souvent dans les conférences, j'insiste de parler anglais, mais là, cette fois, je fais l'exception et j'essaie de communiquer mes idées en français, mais je vous encourage, si vous voulez poser des questions en anglais, à la fin, je suis prêt à répondre en anglais et en français. C'est la première fois c'est la deuxième fois que je viens à Oujda. La première fois, c'était en 89. Et je suis venu ici parce que la frontière avec l'Algérie était ouverte et je voulais aller voir l'Algérie. Et j'avais rencontré à Beni Mellal et dans les environs des trabandistes algériens qui venaient acheter tout. Et elle avait entendu parler des immeubles en 88 à Algérie, qui est devenu après mon sujet de doctorat, c'était la jeunesse algérienne et plusieurs thèmes de relations internationales, mais j'avais commencé là. Et je suis passé par Oujda en allant. En fait, l'été 89, on avait tourné un film à travers le Maroc. J'avais tourné avec un groupe d'Américains qui s'appelle Marrakech Inch'Allah, qui est disponible aux États-Unis. Et après la tournature du film, j'avais pris l'argent et j'avais décidé de traverser l'Afrique du Nord, de Essaouira jusqu'à Taraben, au Sinaï. C'était mon premier voyage à travers l'Afrique du Nord et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses que je garde jusqu'à nos jours sur comment fonctionne le Maghreb et les liaisons entre les régions, les cultures politiques, les dialectes, l'interprétation de la religion, etc., etc. C'était là où j'ai commencé. J'ai passé par Oujda. Je me souviens bien, en traversant la frontière avec l'Algérie, il y avait un jeune qui est tombé sur moi, par terre, comme ça, sraf, tombé par terre. Et les gens sont venus pour voir ce qui est arrivé et on a commencé, on avait la chemise, on a trouvé 9 chemises et 4 pantalons. Et en fait, il avait décidé de transporter les vêtements de ce manière, je ne sais pas pourquoi. Mais, là, la première chose, c'est qu'ils nous ont dit qu'il fallait changer de l'argent au taux d'échange officiel. Mais les mêmes flics qui nous ont expliqué ça nous ont offert 7 fois le taux d'échange. Donc les mêmes, c'était vraiment un peu chaos. Puis je suis parti à Oran. Pour aller d'Oran à Alger, j'avais pris la couchette. Et là, c'était 89. J'avais pris la couchette en me disant je vais dormir un petit peu. On avait parlé de la politique toute la nuit. Et là, j'ai eu ma première expérience de parler politique avec les Algériens. Ils aiment parler politique, ils aiment parler
pendant 8-9 heures. C'est comme ça, sans arrêt. C'était passionnant. Je vous raconte une petite autre histoire. En arrivant là-bas, je suis allé voir mon travandiste au Passeport d'Alger. Et je suis arrivé vers 6h, 7h du matin. Et en arrivant au Passeport, il y avait un tout petit jeune qui est venu vers moi. Il faisait comme ça. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, donc j'arrive à la maison et j'ai dit, il y a un mec qui me suit, il fait comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit, il a pensé que tu es un russe, ivre, tu t'es perdu au Passeport, il faut pas voir. Alors là, c'était... Alors j'ai fait Tunisie, Libye, Égypte, etc. Et c'était un voyage dont je garde un souvenir très très... chaleureux, quoi. Alors, mais à cette époque, il y avait une autre chose importante. Avec l'ouverture de la frontière avec l'Algérie, il y avait 400 000 Algériens comptés, on n'a pas compté les autres peut-être, qui sont venus au Maroc pendant une période de 4, 5, 6 mois au printemps et été 88. Et dans ma thèse de dissertation, j'avais fait la liaison avec cette ouverture et la mobilisation de la jeunesse algérienne. Parce que une des demandes des foules en Algérie en 88, c'était pas seulement l'eau, et on avait parlé de plusieurs causes de 88, mais il y avait beaucoup de slogans qui parlaient des devises. Si Chadi a été une devise à l'Église, c'était à cause des problèmes que le gouvernement algérien avait coupé les allocations touristiques qui finançait le marché noir, l'informel, pour que les Algériens viennent au Maroc, ou bien partent en Turquie, en Europe, acheter des produits et ramener chez eux. Mais il y avait une autre partie de ça, c'était pas simplement qu'ils avaient financé, le gouvernement avait financé l'informel et puis ils ont coupé, en coupant les devises pour les jeunes Algériens, ils avaient arrêté quoi, l'informel, mais aussi il y avait une demi-million d'Algériens qui sont venus au Maroc et on leur avait expliqué pendant toute leur vie que le Maroc c'était le féodalisme, c'est un roi, c'est derrière, nous on est socialistes, on est modernes, on est, ils arrivent ici, ils ont découvert que les Marocains qui gagnaient le quart à cette époque, ceux qui gagnent les Algériens, vivaient mieux. Donc il y avait un décalage assez important et j'avais parlé de beaucoup de jeunes Algériens à cette époque qui étaient étonnés en venant au Maroc la première fois, voir comment les Marocains vivent mieux qu'eux avec moins d'argent. Qui est d'ailleurs toujours un phénomène au Maroc, les gens vivent bien sans argent, mais ça c'est un autre sujet. Là c'était mon premier voyage à travers la région et j'avais appris beaucoup de choses, comme vous le savez, vous avez vu. Et comme le professeur a expliqué, maintenant je travaille pour International Crisis Group. Je crois qu'il a bien expliqué comment ça marche, donc je ne vais pas expliquer tout ça, mais la seule chose que je voulais ajouter à ce qu'il dit, c'est que Crisis Group, c'est un ONG qui n'aime pas les think tanks. Donc c'est un ONG qui a comme camarades de route les organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch, les ONG qui travaillent dans le domaine de tout ce qui est droits humains et droits politiques, comme ça, et pas les think tanks. Mais en fait, en vérité, Crisis Group, c'est un think tank qui fait des rapports, des analyses sur la politique, sur l'économie, sur la culture, oui, et qui les font bien. Mais la différence entre Crisis Group et les autres think tanks, c'est que Crisis Group, ils sont installés dans 70 pays à travers le monde, et les experts, ils ont en moyenne de 5 à 10 ans d'expérience, les analystes, de recherche sur le pays où ils travaillent. Donc, par exemple, le personne qui répond en Tunisie, il travaille sur la Tunisie depuis 10 ans. C'est un homme moitié français, moitié tunisien, Michael Bechelayali, il connaît tout le monde. Il était ami avec tous les opposants qui sont maintenant au gouvernement avant. Donc, on a un accès extraordinaire en Tunisie. Quand je vais en Tunisie, je rencontre tout le monde. La femme qui travaille pour nous en Libye, Claudia Gazzini, c'est une italo-américaine de nationalité.
Elle aussi, elle travaille sur la Libye depuis 8 ans. Elle parle arabe, elle connaît tout le monde, elle connaît tous les profs, elle connaît tous les gens au gouvernement. Elle connaissait beaucoup d'opposants avant la révolution. Donc, quand j'arrive à Libye, je vois tout le monde. C'était plus difficile pour nous au Maroc. Quand je suis venu au Maroc, m'installer il y a 2 ans, c'était Kreisky. Il y avait peu de gens qui connaissaient bien la Kreisky. Kreisky n'avait jamais fait un rapport sur le Maroc. Et on avait fait 2 sur le Western Sahara en 2006-2007. Les rapports appréciés par les 2 côtés, qui est très rare. Les analyses sur le problème du Sahara occidental, les analyses sont appréciées soit par un côté dans le conflit, soit par l'autre. Là, c'était des rapports appréciés par les 2 côtés, ce qui m'a étonné. Je peux parler de ça à la fin, pendant des questions, mais c'est toujours 2 rapports qui n'ont pas d'être, qui n'ont pas expired. Non, ils sont pas. Ils sont toujours valables, ils sont toujours à jour. Parce qu'ils étaient bien faits, ils ont essayé de trouver un certain équilibre entre les positions et les deux. Alors, une petite histoire sur le rapport qu'on a fait sur la Tunisie, qui montre une autre chose important dans ce qui se passe dans notre région, c'est que le printemps arabe, je dis comme ça, je suis allé chez mon patron en avril 2012 parler du rapport qu'on a fait sur les problèmes socio-économiques en Tunisie. Et lui, il avait dit, je sais que vous avez travaillé 9 mois sur ce rapport, je sais qu'il y a beaucoup de travail dedans, c'est très bien écrit, mais on ne va pas publier ce rapport. J'ai dit pourquoi? Il a dit, parce que nous, on ne fait pas de l'économie, mais pas comme ça. J'ai dit pourquoi? Il a dit, nous, c'est une organisation plutôt politique, on fait des analyses un peu économiques, mais on n'a pas d'économistes sur le staff avec nous, donc on n'est pas experts. Et en plus, je ne sais pas si vraiment je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le côté économique du printemps arabe. Mais il a dit, je te donne une chance pour me convaincre de publier ce rapport. J'ai dit, c'est ça. Les causes du printemps arabe étaient plutôt économiques que politiques. Les économies se dégradent dans la région, donc les moteurs de ces protestations s'aggravent. Et les réponses de la communauté internationale et des gouvernements étaient plutôt politiques, économiques. Les nouveaux dirigeants dans tous les pays sont plus forts en politique qu'en économie, dans un certain sens, et ça va s'aggraver. Il a dit, tu m'as convaincu, on a publié le rapport, et le rapport a fait un boom en Tunisie, parce qu'à cette époque, on parlait de quoi? On parlait de la Constitution, on parlait de problèmes entre les salafistes et des femmes, des sujets auquel on est habitué quand on parle de cette région. Le rapport est sorti un mercredi. Radio France Internationale m'a téléphoné. J'ai fait une petite interview avec eux. Le lendemain, Ilat Shabab de Tunis a téléphoné. Ils ont dit, on veut absolument que tu fasses une interview tout de suite, en arabe, sur le rapport. J'ai dit, j'ai jamais fait une interview en arabe. Je parle arabe dialectal marocain plutôt qu'autre chose. Ils ont dit non, il faut absolument que ce soit en arabe. Et je n'avais pas compris pourquoi. J'ai dit, retéléphone-moi après. J'ai fait quelques coups de fil et le vice-président de l'ANC, le Parlement tunisien, avait critiqué notre rapport. Elle a dit que les problèmes économiques n'existent pas en Tunisie, que le chômage a baissé de 19 à 18%. Tu vois bien économiquement en Tunisie. Donc, Ilat Shabab, ils ont retéléphoné. J'ai dit, je vais parler un mélange de dialectes et de l'arabe classique. Je vais essayer. Et ils ont bien édité ce que j'ai dit parce que c'était compréhensible. Et j'avais parlé de méthodologie de rapport. On avait parlé à tous les économistes connus. On a parlé avec, je ne sais pas, 400 personnes pendant 9 mois. On a travaillé avec tous les grands, les chefs des partis. Nahda, j'ai passé moi-même 3 heures avec l'équipe économique de Nahda. Ils avaient 180 PhD en économie qui ont travaillé leur programme. Et la plupart n'étaient pas des Nahdaouis, ils étaient des indépendants, mais le programme était assez nul, j'avais tout de suite compris. Et il parlait de régionalisation et certains produits islamiques, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose.
et certainement, ils n'affrontaient pas les problèmes de la jeunesse, les problèmes qui ont causé le printemps arabe. Et donc j'ai fait l'interview sur la méthodologie, etc. Ça a fait boom. Le lendemain, on était sur la une de tous les journaux de Tunisie, sauf deux. On était first page news, le rapport de Crisis Group, critique, économie, etc. etc. Le lendemain, Marzouki, le président, était aux États-Unis. On avait posé la question sur l'économie. Il a dit « Je suis d'accord avec, pas avec Crisis Group, il avait dit « Je suis d'accord avec les analyses qu'on fait en ce moment sur l'économie tunisienne. Le job numéro un du gouvernement tunisien doit être l'économie. Et si on ne répare pas l'économie tunisienne, il y aura une révolution dans la révolution. » C'est comme ça qu'il a dit. Vous pouvez trouver sur Internet. Et là, après, mon analyste à Tunisie, il a passé des émissions d'1 heure à la télévision, etc., etc. Donc ça fait boum. Ça, c'est pas toujours comme ça avec nos rapports, mais parfois c'est comme ça. Et on avait changé la conversation publique de politique en économie, en un seul coup, comme ça. Et c'est important quand on a ce genre d'effet sur la discussion au niveau national dans un pays. On n'a pas eu ce genre d'effet au Maroc, mais on aura un jour. Mais c'est une petite histoire. Alors, juste notre financement, c'est moitié gouvernement. Il y a une quarantaine de gouvernements qui nous financent. 30% des private sector, des sociétés, surtout le premier donateur, c'est George Soros, pour le privé, et il y a 20% du budget des fondations. Voilà, donc on est quasi indépendant dans le sens qu'il y a 40 pays qui nous financent par un seul pays, etc. Et le programme d'Afrique du Nord, c'est financé par les Canadiens. Ouais. Et la première chose qu'ils m'ont dit en venant au Maroc, ils ont dit « Est-ce que tu vas faire un rapport sur le Sahara occidental ?» Comme premier rapport, j'ai dit « Oui, je vais faire le Sahara occidental en premier et je vais acheter mon billet de retour. » Direct. Parce qu'on ne commence pas par le Sahara occidental avant autre chose. Et j'ai dit « Les rapports de 2007 sont toujours valables, donc je ne vais pas toucher ça pour le moment. » Mais il y a une autre chose que je devais dire après avoir parlé de Tunisie là, qui est important et lié au sujet d'aujourd'hui et au sujet que je commence à évoquer là, c'est que, comme vous le savez, Bouazizi, Mohamed Bouazizi était le premier de simuler son geste à déclencher le printemps arabe. Mais il y a peu de gens qui savent, surtout en dehors de la région, qu'il y avait des centaines de tentations d'immolation. Il y avait 61 dans les premiers 60 jours après Mohamed Bouazizi, surtout en Algérie, 39 qui ont réussi. Il y a 170 qui ont réussi dans les premiers 6 mois du printemps arabe. Et Hernando de Soto, c'est un économiste très connu, péruvien, est venu avec son équipe en Afrique du Nord. Ils ont interviewé toutes les familles des gens qui se sont immolés. Et ils étaient presque tous, sauf au Maroc, des acteurs dans le secteur informel. Presque tous, donc des gens exclus du formel et exclus de l'informel. Un peu lié à l'histoire que j'ai racontée sur mon premier voyage en Algérie en 89, il y a à peu près de 40 à 50% des gens dans les pays d'Afrique du Nord qui travaillent dans l'informel, c'est peu connu. Et maintenant, en Algérie et en Tunisie, on est en train de nettoyer encore l'informel. J'étais dans une conférence à Washington il y a quelques mois. Il y avait l'ancien directeur de Banque centrale tunisienne qui disait « Notre problème économique, c'est que les gens dans les magasins ne peuvent pas vendre des produits parce qu'il y a des gens qui vendent les mêmes produits devant le magasin. Donc, réparer l'économie tunisienne, c'est se débarrasser de ces gens. »
Et je me suis posé la question, est-ce qu'il a regardé le même printemps arabe que moi? C'est pas ça la solution. La solution, ça doit être innovatrice. C'est quoi? C'est quand on comprend que de 40 à 50% des gens travaillent dans l'informel, il faut transformer l'informel en moteur producteur de l'économie. Comment faire ça? La première chose qu'il fait un gouvernement, c'est de taxer et puis de dépenser l'argent du taxe. Et donc, il faut commencer à taxer l'informel. Au début, il faut être symbolique. Les petites taxes, comme dans le socle, on paye quelque chose pour participer au socle, tu payes un petit quelque chose pour s'habituer les gens à être taxés. Et deuxième chose, il faut peu à peu faire rentrer les gens de l'informel dans le formel. Et comme on a essayé de faire dernièrement quand on est un peu éveillé sur le sujet, essayer de laisser les gens dans l'informel, mais peut-être les déplacer un petit peu. Loin d'un magasin, d'organiser, parce que sur l'informel, la chose la plus importante, c'est qu'ils ne sont pas organisés. Les transports sauvages, ça existe dans tous les pays, ce n'est pas souvent organisé, mais quand ça devient fort et important, ils commencent à s'organiser. Il y a des syndicats informels qui se créent pour régler tout ce qui est les transports informels. On peut le faire. Et il faut... et je saute un petit peu vers la fin du sujet, mais pour souligner quelque chose. Dans cette crise qu'on vit actuellement, globale et régionale, le secteur privé traditionnel ne peut pas créer assez de boulot pour le surplus de capital humain et surtout les jeunes. Et le secteur public traditionnel ne peut pas non plus créer assez de boulot. On a un peu étudié démographiquement, on a une période de 10 à 30 ans selon le pays où on aura un surplus de jeunes et en plus, de plus en plus de jeunes formés qui n'auront pas de travail. Alors, soit on les exporte à l'étranger, et il y en a beaucoup qui sont partis de ces pays, soit on trouve d'autres moyens que les secteurs privés traditionnels, secteurs publics traditionnels, et là, il faut commencer à penser outside of the box. Qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes? Alors maintenant, je vais parler un peu de J0. J0, c'est un nouveau phénomène qui date depuis quelques années. Et c'était développé par Ian Bremmer et un autre professeur d'économie dont le nom m'échappe. Et c'est une réponse à l'idée de G7 et G8. Donc un monde après la fin de la guerre froide, où c'est plus dominé par deux hyperpuissances, mais un monde plus plat, avec plus d'égalité entre les joueurs. Et là, on avait souvent parlé aux années 90 et 2000 sur le monde G7, G8. Après, c'était rejeté en faveur de G20. G20, c'était plus de monde avec les BRICS, avec l'Inde, le Brésil, etc. Mais là, on a commencé à comprendre que même ça ne représentait pas tellement la communauté internationale. Il y avait certains gens qui commençaient à parler de G2 et G3. G2, c'est la Chine et les États-Unis, les deux grandes économies, ou bien G3 avec l'Union européenne. Mais de plus en plus, on a découvert qu'il y a vraiment plus de pays ou bien d'alliances qui dominent la scène internationale. Donc les gens commençaient à parler de plus en plus de G0. On rentre dans un monde maintenant plus westphalien, où il y a plus d'égalité. Treaty of Westphalia, 1648, 1648, vous trouvez sur Wikipédia, si vous n'avez pas étudié ça. Mais il y a un système, en fait, plus westphalien, avec plus d'égalité entre les pays, où il n'y a pas de pays qui dominent. Surtout les États-Unis, ils sont, par rapport aux autres, en chute. Ce n'est pas une chute libre, comme certains disent, mais ils sont en chute par rapport à la croissance d'autres pays dans le monde. Et on peut voir uniquement dans les réponses au printemps arabe. L'intervention en Libye, mais sans
soldats américains. On était en train de retirer toutes les forces d'Irak, retirer les forces d'Afghanistan. La réponse aussi a été faible en partie parce qu'il n'y a pas un pays qui veut diriger ça. La France a mobilisé des pays pour l'intervention en Mali, mais même il y a d'autres pays dans la région. Je crois que la France serait moins disponible pour intervenir comme Congo, comme ailleurs. Donc on voit les anciennes puissances qui cèdent le leadership. Il y a les États-Unis qui cèdent, il y a la France qui cède, la Russie bien sûr qui cède, la Chine qui a beaucoup de problèmes, qui ne peut pas remplir le vide. Régionalement dans le Sahel, maintenant, il y a Tchad qui veut s'imposer.